Alors que ce budget 2026 est en passe d'être adopté, un nouvel impôt s'est discrètement glissé dans le paysage fiscal français, la taxe sur les holdings patrimoniales. Elle ne concerne évidemment qu'une poignée de contribuables, mais son rendement, quel sera-t-il? Faible, nous disent certains a priori, mais sa portée structurelle pourrait être bien plus considérable que ça. Un impôt qui au départ est pensé comme marginal, mais qui pourrait devenir dans les faits, c'est ça le sujet, on va en parler, un nouvel outil de contrôle et de structuration des patrimoines familiaux. Bonjour maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David, Ça va comment ça tout? va? Tous mes voeux. Oui, il parle comme Tous ça mes parce qu'il est voeux. en Suisse, c'est ça, Ouais, hein? parce que je suis à Genève, alors évidemment, j'ai pris l'accent. Oui, mais vous n'êtes pas exilé fiscal, c'est juste pour le boulot. Ah, mais j'y réfléchis maintenant, vous savez. Bon, pourquoi cette Non, taxe pas encore. holding, mais non, il y a un peu de marge. Pourquoi cette taxe holding, elle a émergé dans le débat fiscal? Vous avez remarqué, on en avait parlé évidemment sur cette antenne à plusieurs reprises, l'État veut désormais cibler des structures et pas forcément des contribuables. Et il veut éventuellement, enfin, éventuellement, c'est ce qu'il souhaite faire dans cette taxe, taxer les actifs et pas forcément des revenus. Le débat sur la taxation du patrimoine n'avance plus. Chaque tentative de réforme se heurte à une impasse politique. En revanche, cibler les holdings, ces espèces d'outils de détention et de transmission, permet d'intervenir sans toucher au barème de l'impôt sur le revenu ni à l'IFI. Le message, ça n'est plus la fortune qu'on taxe, mais certaines façons, certaines manières de l'organiser. Parce que le projet initial qui avait été sur cette taxe, vous vous en souvenez, a profondément muté sans que l'intention politique, en fait, ne change. Le texte d'origine visait une trésorerie excédentaire, c'est-à-dire une accumulation de trésorerie dans une holding qui évitait une taxe sur les dividendes si on distribuait. Devant l'hostilité des entreprises et des familles, ce périmètre a été recentré sur des biens d'agrément ou des biens somptuaires. Et pour compenser une assiette qui était trop étroite, le taux a été porté de 2 à 20. On vise peu de contribuables, mais un impôt visible. On parle d'environ 200 familles ou 200 personnes, mais probablement ce sera un peu plus. Maître, pardon de poser la question, mais j'imagine c'est ceux qui nous regardent, qui ne connaissent même pas le principe de la holding, juste. Et après, on parlera de quelle est l'assiette concrètement qui est intégrée dans cette holding qui est taxée. Mais juste, à quoi ça sert une holding? Qu'est-ce que c'est? Une holding, c'est une structure qui vous permet d'avoir des participations. En fait, holding vient de l'anglais to hold, supporter. Et c'est une structure qui vous permet d'organiser vos participations, c'est-à-dire vous achetez du private equity, vous achetez une société opérationnelle, vous achetez une société civile qui détiendra un immeuble que vous voulez louer. C'est la structure qui vous permet de consolider et qui permet d'avoir des revenus ou de compenser des revenus et des dettes pour que vous ayez plus d'actions dans l'investissement. Cette holding, c'est en fait une société mère qui détient sous elle des actifs qui sont filialisés. Et l'intérêt, l'objectif, c'est de tout regrouper sous une même structure. Alors, on regroupe sur une même structure. Si vous avez, par exemple, deux sociétés sœurs, une dans une main et une dans l'autre, une est en déficit et l'autre est en Excellent. profit, vous ne pouvez pas compenser. Vous êtes obligé de distribuer et vous perdez beaucoup au passage de la distribution. Si vous avez ça dans une même structure, vous pouvez, par le mécanisme dit des régimes des sociétés mère-fille, faire des compensations qui sont des compensations qui vous permettent d'investir plus et d'aller au secours de la société qui serait déficitaire. Avec aussi un objectif, pardon, on s'écarte un peu, mais c'est important qu'on comprenne les mécanismes. Il y a un objectif d'optimisation fiscale aussi quand on monte une holding ou pas nécessairement? Alors, il y a une conséquence, mais pas forcément un objectif, c'est-à-dire que la holding, elle a pour but de travailler dans un objectif opérationnel. Mais il se trouve que vous pouvez aussi vendre votre structure et ne plus avoir d'objectif opérationnel. Et c'est ça ce qu'on vise. Vous aviez une structure tête de groupe, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui détenait différentes sociétés. Puis vous avez vendu ces sociétés parce que c'était le moment, parce que vous n'aviez pas de repreneur, pour différentes raisons. Et vous vous retrouvez à ce moment-là avec de l'argent en numéraire, du cash, issu de la vente. Et c'est ça ce qui ne plaît pas forcément aux législateurs, qui voudraient savoir comment on peut taxer ces actifs qui ont subi ou qui ont supporté un régime relativement favorable, puisque vous avez en cas de remontée de dividendes, vous avez un régime plus favorable parce qu'on a parié sur l'avenir et sur le réinvestissement. Alors, qu'est-ce qui est taxé concrètement dans ces holdings? Alors c'est Quelle est cumuliste un l'assiette? peu à Quels la sont les Prévert, biens mais ou pas qui seront taxés? voilà, ça rappelle en fait l'article 168 en matière d'impôt du Code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu. Vous vous souvenez de ce film avec Brasseur et puis cette actrice du Splendide, signe extérieur de richesse. On prend les éléments qui sont symboliques de quelque chose qui pourrait représenter une fortune. Les véhicules de tourisme, plutôt les gros, les yachts, les bateaux de plaisance, les avions, les chevaux de course ou de concours, le vin et les alcools, les bijoux et les métaux précieux. Également, on a un point particulier sur l'immobilier d'agrément. Quand vous avez de l'argent dans une structure et que ça vous coûte au moins 30% de ressortir cet argent, parfois vous êtes tenté, vous pourriez être tenté d'acheter un logement et d'utiliser ce logement, mais peut-être à des conditions qui ne seront pas tout à fait celles de marché. Donc maintenant, on vous interdit ça, et ça a toujours été interdit d'ailleurs. Mais donc ce qu'on veut, c'est que vous soyez vertueux et que dans ce schéma-là,
vous n'ayez pas dans les structures des choses qui soient à des fins strictement personnelles. On voudrait distinguer la partie professionnelle, si vous voulez, de la Bah, partie ça s'entend, non? personnelle. Ça vous choque? Ah, ça s'entend parfaitement. Mm. D'ailleurs, quand vous avez de l'argent d'une structure qui justement dispose de ces fonds, vous pouvez faire un achat conjoint sur tel ou tel bien avec la structure qui en prend une partie et vous, à titre personnel, qui en prenez une partie. Ça a des conséquences directes, c'est que vous pouvez rester à l'impôt sur le revenu sur la partie qui est celle que vous possédez en direct. Mais si c'est une société à l'impôt sur les sociétés, eh bien, vous appliquez les règles de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que si vous avez un bien immeuble qui appartient à une société et que vous voulez l'utiliser, ben vous devez payer le loyer. Et vous devez payer le loyer sur une vraie base. La conséquence, c'est que si vous ne faites pas bien les choses, vous serez taxé à l'IS. Et sur le bénéfice, si je puis dire, en nature que vous aurez reçu, eh bien, vous aurez une taxation sur les dividendes IS, fictifs, mais ouais, sur les IS, c'est impôt IS, sur c'est l'impôt sur les les sociétés. c'est bien de le rappeler. Voilà. Donc il y a ce qui est l'assiette qui est taxable et il y a ce qui n'est pas taxé. Donc c'est quoi? C'est les œuvres d'art, c'est le patrimoine Alors, ce qui n'est pas taxé professionnel. et ce qui a failli l'être, c'est les œuvres d'art. On estime que le marché est assez plus fragile. Et les biens professionnels sont totalement exonérés. Le taxe renvoie aux critères de l'IFI en matière de biens professionnels, le cas échéant. Jérôme, qui va payer réellement cette taxe holding et pourquoi est-ce que beaucoup d'experts dont vous parlent de casse-tête déclaratif? Alors, c'est un casse-tête déclaratif parce qu'il y a deux cas. Soit vous êtes en France, vous êtes résident fiscal français et vous avez une holding française. C'est la société qui va prendre sur ses propres deniers l'impôt qui va vous être réclamé, cet impôt de 20% sur ses actifs définis Tous les ans, impôt de tels qu'on les a 20%, décrits, tous les ans. tous les ans. Hmm. C'est donc la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une inquiétude parce que cet impôt ne sera pas exceptionnel. Vous vous souvenez de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui était instituée par M. Sarkozy, elle existe toujours. Et donc, c'est la société qui prend sur ses propres deniers, c'est un peu moins grave. Cet impôt n'est pas déductible, mais c'est un impôt complémentaire, ça veut dire que c'est un IS complémentaire. Si vous avez une société étrangère, là, on a une difficulté avec les conventions, c'est donc l'associé résident fiscal français, le propriétaire des titres, qui va payer la taxe sur ses propres revenus et sur ses propres deniers. En fait, c'est comme si vous aviez un ISF supplémentaire. Parce que le périmètre va reposer en fait sur trois conditions cumulatives et assez techniques. La société doit détenir au moins 5 millions d'actifs en valeur brute. Ah oui, Être contrôlée, ça concerne pas beaucoup de monde. ça concerne moins de monde, mais ça concerne certainement plus de 200 personnes, contrairement à ce on laisse entendre. Détenir au moins 5 millions d'actifs, être contrôlé à 50% par une personne physique, au sens très large, le conjoint, les ascendants, et là vous avez une notion très large familiale, conjoint, ascendant, descendant et associé lié par un pacte de vote, et il y en a beaucoup. Percevoir plus de 50% de revenus passifs, dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-value sur ces actifs passifs. C'est-à-dire que si vous avez une société assez dormante qui gère des patrimoines relativement mous au sens de la distribution, vous allez rentrer dans le schéma. Bon, La ouais. déclaration, en fait, elle exige une espèce de transparence sur la valeur vénale des actifs. Donc, il va falloir que vous appréciez le bateau de plaisance, l'avion, des vins rares. Il va falloir également justifier la déductibilité des dettes. Si vous avez souscrit des dettes pour ce type de bien, est-ce que cette dette est bien déductible au sens de l'IS, qui, lui, je vous le rappelle, est une notion commerciale? Et donc, il va y avoir une démonstration de l'absence d'intention fiscale pour l'allocation, plus particulièrement, de la holding à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la société Ouais. interposée. Jérôme, est-ce qu'il y a des garde-fous prévus par le législateur pour, comme je sais pas, un plafonnement pour éviter Il y a les un excès? plafonnement, Ouais. effectivement, qui a été mis en place, vous avez raison de le citer. Et lorsque la taxe est due par une personne physique, c'est le cas des holdings étrangères, son montant est plafonné. C'est un cumul de taxes plus impôts dus en France et à l'étranger qui ne peut excéder 75% du revenu net mondial. Ça rappelle la garantie minimale qui avait été mise en place pour l'ISF. On a une clause anti-abus qui est particulièrement large, c'est-à-dire que si un contribuable loge artificiellement des revenus dans une société à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, et qu'il contrôle, ces revenus peuvent être réintégrés dans le calcul du plafonnement. Donc le plafonnement, il va falloir également le mesurer avec attention. Et le fil conducteur, c'est neutraliser toute tentative de minoration artificielle du revenu personnel. Autrement dit, essayez de voir ce qui, normalement, aurait dû entre vos mains être taxé et ce que vous auriez mis dans une holding de façon artificielle. Un principe aussi important, c'est qu'il n'y a pas de cumul avec l'IFI. Donc des actifs qui sont soumis à la taxe sur les holdings, eh bien, ils sont exonérés d'IFI. On ne va pas cumuler l'IFI et la taxe sur les holdings. Et un principe de non-déductibilité stricte, c'est-à-dire que la taxe ne peut en aucun cas être déduite du résultat imposable de la société. Elle s'ajoute, elle ne s'impute pas. C'est donc soit de loin un ISF complémentaire, soit un IS complémentaire. Alors après, on se dit, mais combien tout ça va rapporter? Je crois qu'au début, le texte parlait d'1 milliard d'euros et au final, ça devrait rapporter 10 fois moins.
Pourquoi faire aussi complexe pour aussi peu de rendement? Oui, je vous disais, on a parlé de 200 familles. On peut penser qu'il y en aura plus. Est-ce qu'on aura que 100 millions? Je pense qu'on aura plus, mais le gouvernement est un peu prudent, puisque vous vous souvenez que sur la CDHR, on n'avait pas les résultats attendus. Mais l'objectif, il n'est pas budgétaire, il est normatif, hein. Le gouvernement va envoyer un message que certains usages privés de holding ne sont plus acceptables. C'est une forme de mesure de régulation. Et le véritable enjeu est ailleurs, c'est la transparence, ou du moins la clarté. C'est un dispositif qui oblige les familles à dévoiler des informations patrimoniales qui sont extrêmement détaillées. Et donc, on pense que c'est une porte d'entrée pour l'avenir et que les choses risquent de changer. Et est-ce qu'il y a des risques juridiques avec cette nouvelle taxe holding, à la fois pour les contribuables et même aussi pour l'État? Pour l'État, il y a un risque constitutionnel réel. Taxer une personne physique d'un côté ou la personne morale de l'autre, l'entité, ça me paraît difficile. Et c'est un débat qui avait déjà été mené aussi avec l'action du plafonnement entre l'ISF et l'IFI. Il y a un risque aussi de contentieux international parce que cet impôt, qui est un impôt hybride, eh bien, il n'est pas forcément prévu, et même souvent, il n'est pas prévu par les conventions internationales qui règlent les problèmes de double imposition. Donc, on risque d'avoir des discussions avec les États voisins. Et on a donc un risque amplifié de requalification en acte anormal de gestion. L'acte anormal de gestion, c'est l'acte par lequel une société entreprend quelque chose qui n'est pas strictement dans son intérêt, mais qui pourrait être dans l'intérêt de ses associés ou ses actionnaires, ce qui n'est pas la même chose. Donc des logements dont les loyers sont minorés, et la taxe va devenir un vecteur d'alerte pour les vérificateurs. En conclusion, en 30 secondes, qu'est-ce que ça nous dit, cette taxe holding, dans ce débat fiscal français, on va dire même la philosophie fiscale française? Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, c'est un effort de moralisation en disant, ben, vous avez jusqu'à présent utilisé des ressources qui étaient, ou des schémas qui étaient des schémas relativement complexes, mais qui étaient au bénéfice des sociétés commerciales, hein, industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, c'est-à-dire l'activité professionnelle. Vous avez essayé d'utiliser ce système dans certains cas, hein, pas tous, de sorte que c'est un avantage qui vous a profité à vous et plus à la société. Donc on veut moins de recettes, mais on veut plus de garde-fous. Et en fait, c'est un peu comme un jeu de croquet ou un jeu de taquin. Vous savez, quand vous poussez une case, eh bien, la case, vous la retrouvez de l'autre côté. Donc, ce que vous ne pouvez plus tellement utiliser dans la holding parce qu'on va venir le taxer, vous allez l'utiliser à titre personnel et vous aurez dégagé de l'impôt pour récupérer ces fonds. Donc, l'objectif, c'est d'encadrer certains usages patrimoniaux, pas forcément de financer la dépense publique. Et donc, on a deux visions. Et le patrimoine devient un vecteur ou un acteur plutôt économique, et le patrimoine ne doit pas être strictement un vecteur d'optimisation. Donc c'est un impôt politique plus qu'économique, quelque part. C'est un impôt peut-être assez moralisateur, mais probablement dans certains cas, il ne faudrait pas généraliser, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.